ce soir, à la une de notre émission, l'histoire d'un cold case, une affaire non élucidée qui est peut-être très loin d'avoir révélé tous ses secrets. Une affaire mystérieuse qui remonte au 11 mai 1995 à Auvers-sur-Oise, il y a 25 ans. Ce jour-là, le corps sans vie de Catel Béréouk est découvert en fin d'après-midi par son petit frère de retour du collège. Cette brillante étudiante en Hippocagne, âgée de 19 ans, est retrouvée à demi nue sur le lit de ses parents. Un legging, c'est-à-dire un caleçon long noué autour du cou. Elle a été étranglée dans la matinée, c'est ce qu'indiquera en tout cas l'autopsie, qui ne relève en revanche aucune trace de violence, ni physique, ni sexuelle. Mais la découverte de traces de lubrifiant sur la dépouille pourrait accréditer l'hypothèse d'un rapport sexuel. L'enquête initiale, en tout cas, ne vise que l'homicide volontaire, pas le viol. Les expertises scientifiques permettent d'isoler un certain nombre d'empreintes digitales sur la tête de lit de la chambre des parents. Les enquêteurs découvrent surtout une trace ADN masculine sur des cellules de peau retrouvées sous les ongles de la main droite de la victime. Les gendarmes vont multiplier les recherches, explorer de très nombreuses pistes, nous y reviendrons longuement tout à l'heure, sans succès. Ils organisent même un prélèvement massif d'ADN chez presque tous les habitants de la région, encore sans résultat, et en 2005, un non-lieu est prononcé. Mais en 2017, le parquet de Pontoise lance une opération, un projet cold case dont le but est de tenter de résoudre des affaires non résolues grâce au progrès de la police scientifique. Et en 2018, un profil génétique match, comme disent les enquêteurs, entre les éléments ADN recueillis sur la scène de crime et le profil d'un homme qui nie catégoriquement les faits. Alors l'ADN peut-il se tromper? Comment expliquer une éventuelle erreur de la police scientifique? Réponse de mes invités dans un instant. On a cru pendant 23 ans que cette affaire ne serait jamais résolue. Et puis, en 2018, un coup de théâtre intervient dans cette affaire de meurtre d'une jeune fille de 19 ans, Catel Béréouk, assassinée, peut-être violée en 1995 à Auvers-sur-Oise par quelqu'un qu'on a cherché donc pendant toutes ces années. Et en 2018, l'ADN, qui n'avait pas donné de résultats jusque-là, va parler grâce, dit-on à ce moment-là, au progrès de la police scientifique et, comme disent les enquêteurs, eh bien les éléments biologiques retrouvés sur la scène de crime en 1995 et le profil ADN de quelqu'un qui se trouve dans le fichier automatisé des empreintes génétiques match et sort donc un nom, Cyril, un homme de 47 ans qui certes est peut-être passé dans le coin Auvers-sur-Oise il y a 25 ans ou 23 ans à l'époque, mais c'est quand même très loin. Et cet homme, de toute façon, va nier totalement ni avoir violé, ni avoir tué cette jeune fille dont il ne se souvient plus. Alors, cet homme va être mis en détention provisoire, ça va durer pendant 18 mois, et puis là, il y a quelques semaines, il est libéré par la justice, le remet en liberté, et son avocat, maître Sylvain Cormier, du barreau de Lyon, est l'invité de notre émission ce soir. Bonsoir maître. Bonsoir. Alors pourquoi on vous invite? Parce que on croyait que l'affaire était, ça y est, élucidée, tout le monde a confiance dans la police scientifique, et puis la justice décide de remettre en liberté donc votre client, qui nie farouchement avoir fait quoi que ce soit de mal à l'époque, même si les enquêteurs ont eu des raisons quand même de s'intéresser à lui. On y reviendra tout à l'heure ensemble. Et donc, il est actuellement, sa situation, c'est qu'il est toujours mis en examen pour viol et meurtre, mais en tout cas, la justice l'a remis en liberté. Et vous dites, mais c'est une victoire, parce que moi, j'ai toujours dit, depuis le début de cette affaire, j'ai toujours dit que la police scientifique s'était trompée. Alors c'est une première victoire, c'est vrai. Il faut savoir que je suis rentré assez tard dans le dossier, fin septembre, et on a tous un a priori quand on rentre dans un dossier. Et moi, mon a priori est peut-être le même que celui des juges.
On me parle d'ADN, on me parle d'éléments scientifiques incontournables. Et j'ai l'impression que je vais défendre un coupable. Et lorsque je lis la procédure, et en particulier les expertises ADN dans leur entier, pas dans leurs conclusions, dans leur corps, vraiment dans le cœur de la matière, eh bien, je m'aperçois qu'on est allé extrêmement vite et qu'on va droit vers une erreur. Et vous dites, ça tient pas, même si, effectivement, votre client, pourquoi son ADN se trouve dans le FNEG, c'est parce qu'il a, le FNEG, c'est le fichier national automatisé des empreintes génétiques, parce que il a eu maille à partir avec la justice. Il a été condamné notamment pour vol et pour agression sexuelle en 1994. Et la justice, de son côté, l'accusation dit, mais on a retrouvé justement cet ADN sur le legging, c'est-à-dire le caleçon long qui a étranglé cette malheureuse jeune fille, et on a retrouvé des éléments ADN sous un des ongles de cette jeune femme. Exactement. Et c'est vrai que ce legging a servi à étrangler la victime. Donc ça paraît un élément extrêmement fort. Et je suis vraiment tombé des nues, tombé de ma chaise quand j'ai compris de quoi il s'agissait. Sur le legging, on ne trouve pas l'ADN de mon client. C'est pas son ADN qu'on retrouve. C'est une opération mathématique. La biologie n'a rien à voir là-dedans. C'est pas son empreinte qui est là. C'est des espèces de probabilité. C'est un calcul de probabilité qui en plus est très mal posé. Un calcul de probabilité où il y a deux hypothèses. Et l'hypothèse numéro 1, où on a placé mon client par dedans, eh bien, ne peut que gagner de la manière dont c'était fait, si vous voulez. Et je dis que si on aurait pu placer votre ADN, le mien, comme hypothèse aussi, tel que c'était fait, on aurait été mis en cause. Oui. Alors, cela dit, il y a donc, je reviens là aux enquêteurs et aux raisons qui ont fait de cet homme le suspect numéro 1, c'est que rapprocher ces résultats, alors que vous contestez bien sûr, mais rapprocher à la fois des soucis qu'il a eu déjà avec la justice d'un côté, rapprocher avec le fait qu'il y a 23 ans, il a confirmé qu'à l'époque des faits, il faisait du porte-à-porte pour vendre des lithographies, et que peut-être, dit-il, il a essayé de vendre des lithographies à cette jeune femme, mais lui ne s'en souvient pas. Mais il y a une voisine, un témoin qui va dire, mais j'ai vu un jeune homme qui devait avoir un peu plus d'une vingtaine d'années à l'époque discuter avec Catel Béréouk devant chez elle pendant quelques minutes. Oui, alors il y a deux points importants. Le témoignage d'abord, il semble plutôt mettre en cause un postier. C'est en tout cas ce que pensent les enquêteurs, parce qu'on est à peu près... C'est une des pistes des enquêteurs à l'époque. Oui. Exactement, et cette voisine vient de se faire livrer le courrier, puis elle voit un homme avec un uniforme qui ressemble à celui des postiers, qui parle à Catel et qui rentre. Bon, et sur l'ADN, je vais insister un peu, quitte à être un tout petit peu lourdingue, mais c'est vraiment important. Oui. Sur le legging, on retrouve des mélanges d'ADN. On dit que c'est un mélange d'au moins 3 ADN. Et on va faire vraiment des combinaisons scientifiques, en fait. Et en posant mal le problème, on arrive à une conclusion faussée, comme quoi on pourrait mettre en évidence l'hypothèse de mon client. Et c'est très important de le répéter. La biologie, sur ce point, sur le legging, n'a pas son mot à dire. On ne retrouve pas d'ADN de mon client sur le legging. Encore un mot avant la première pause. Votre client est remis en liberté, sous condition, évidemment. La justice va devoir répondre à 2 questions. C'est-à-dire, est-ce que on le conserve sous cette accusation de meurtre et de viol, et est-ce qu'on le défère devant une cour d'assises pour un procès ultérieur, ou alors est-ce que toute l'accusation tombe parce que vous aurez convaincu la justice ? Oui, mais je pense pas aujourd'hui que le juge d'instruction en soit là. La cour d'appel de Versailles a heureusement freiné pour dire attention, on s'est peut-être emballé sur cette piste. C'est en tout cas comme ça, moi, que j'interprète cette décision. Et j'ai fait des demandes auprès du juge d'instruction pour qu'on aille plus loin et qu'on creuse ces affaires. Qu'on refasse des analyses. Exactement. Oui, qu'on aille au bout. Moi, je veux qu'on crève l'abcès. Ça va peut-être choquer les parties civiles, mais je considère pas que mes démarches leur soient hostiles. Je pense qu'on a un intérêt commun, c'est à découvrir ce qui s'est passé réellement. En tout cas, c'est très difficile à entendre, évidemment, pour les proches, pour la famille, pour le père de Catel, Alain Béréouk, qui, après 23 ans, en pensant que jamais on ne trouverait qui a tué sa fille, a dû évidemment être extrêmement satisfait des avancées de l'enquête, et qui maintenant voit que la justice remet en liberté un homme qu'il considère, lui, comme présumé, plus que présumé coupable, quoi.
Mais c'est évident, j'ai une pensée pour cet homme parce que ça faisait 18 mois qu'on lui disait on le tient votre coupable. Bah oui, on a manqué énormément de prudence. Si on lui avait dit attention, c'est pas si simple, c'est des combinaisons statistiques sur le legging, il faut être très prudent. Je pense que les choses auraient été vécues différemment. Qui a tué Catel Béréou, que vous avez certainement compris après ce que maître Sylvain Cormier nous a dit il y a un instant, qui est l'avocat de l'homme qui avait été désigné par ses recherches génétiques, en tout cas suffisamment pour être mis en examen pour viol et meurtre, a été donc remis en liberté conditionnelle par la justice, en attendant évidemment un éventuel déferment devant une cour d'assises. Donc la justice répondra certainement à la question que je viens de poser, mais dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on revienne sur l'histoire de ce cold case que on a pensé depuis 2018, on pensait résolu. C'est à cause d'une initiative du procureur du parquet de Pontoise, Éric Corbeau, qui avait en 2017 donc décidé de lancer ce projet cold case. Bonsoir Monsieur Corbeau, et merci d'avoir accepté de nous dire un peu plus sur ce projet que vous aviez initié en 2017. Oui, bonsoir. Vous aviez beaucoup de cold cases à Pontoise ? Non, je crois pas plus qu'ailleurs. C'est juste que ici, avec mes collègues et mes collaborateurs, nous avions effectivement eu aussi envie de profiter des services aussi du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale et de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui se trouve à Pontoise justement, qui travaille sur toute la France. C'est les experts de la gendarmerie au niveau national et qui sont à proximité de chez nous. Donc nous avons aussi un appui technique de proximité qui était très important et que nous voulions aussi utiliser et mettre à profit de la recherche de ces cold cases et de la reprise des investigations dans ces dossiers sensibles, parce que bien sûr ce sont des dossiers dans lesquels il y a un sentiment pour les familles des victimes d'impunité de l'auteur, et puis on imagine bien que pour l'auteur de ces faits, il y a le sentiment d'avoir échappé à la justice. Donc ce sont des sujets très sensibles et des dossiers très sensibles. Et l'idée, évidemment, de fond, de base, c'est que, comme on parle beaucoup des progrès continuels de la police scientifique depuis maintenant pratiquement plus de 20 ans en France, l'idée c'est que peut-être qu'on peut exploiter mieux des prélèvements qui ont été faits quelquefois 10, 15, 20, 30 ans avant l'époque actuelle. Et c'était cela, mais pour ça il fallait trouver des affaires et il fallait trouver des, si j'ose dire, des pièces à conviction, des pièces exploitables. Absolument. D'abord, il faut retrouver ces affaires. Il faut s'en souvenir parce que, bien sûr, ces affaires, elles ont été closes à un moment donné parce qu'on n'arrivait pas à trouver un auteur, auteur inconnu. Donc voilà, l'affaire est close. Et donc, comment on s'en souvient de ces affaires? Alors, il y en a certaines qui restent en mémoire parce que les parents des victimes restent très mobilisés, alertent régulièrement. Puis il y en a d'autres où c'est moins le cas, où des gens veulent tirer peut-être un trait sur une affaire dramatique dans laquelle ils ont été brisés, où on n'a pas ces alertes. Et donc, comment on retient ça? Il faut savoir que dans la police, dans la gendarmerie, les gens tournent, mutent, s'en vont. Dans la justice, c'est pareil. Et donc, au bout d'un moment, ce fil un peu se perd et on oublie des affaires qui ont eu lieu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui ont disparu des mémoires. Donc, le premier travail, c'est effectivement aller retrouver des dossiers, non pas oubliés, mais voilà, qui sont sortis des mémoires ou n'ont plus de traces. Et il y a eu un concours de circonstances formidable à propos de l'affaire donc du meurtre de Catel Béréou, puisque ça remonte à 1995. Il y avait eu un non-lieu en 2005, c'est-à-dire que les investigations s'étaient arrêtées, faute de pistes à exploiter. Et là, vous avez quelqu'un dans le tribunal de Pontoise, une fonctionnaire, je crois. On a travaillé avec les gendarmes, avec les policiers pour dire voilà, est-ce que vous avez des dossiers anciens qui seraient intéressants de retrouver? Puis on a fait passer le message aussi au niveau du tribunal, et puis une fonctionnaire qui travaille avec nous, une greffière du tribunal qui était greffière de l'instruction à l'époque. J'ai dit mais moi il y a ce dossier-là qui m'a beaucoup marqué parce que c'était terrible, une jeune femme morte dans ces conditions sans pouvoir trouver qui en est l'auteur. C'était voilà. Et donc on a recherché ce dossier, on l'a retrouvé. Heureusement il était encore bien archivé, les scellés étaient bien conservés et on a fait retourner la machine si vous voulez. Et comme vous le disiez tout à l'heure,
les progrès scientifiques ont effectivement évolué. On va plus loin, on peut découvrir des choses avec des plus petites traces qu'avant, pour simplifier. Oui. Et puis il y a aussi des bases de données des bases de données ADN notamment, qui tous les jours augmentent, parce que tous les jours on met des empreintes génétiques. Oui, à l'époque du meurtre de Catel-Béréou, qu'il n'y avait pas de fichier automatisé des empreintes génétiques, je crois, ou très peu. Enfin, et puis même après, si vous voulez, on fait tourner les traces ADN qu'on va trouver sur une scène de crime, on les fait tourner dans cette base de données, mais vous rentrez dans cette base quotidiennement des nouvelles personnes, donc des nouvelles possibilités de match, comme on dit, que les traces matchent avec une personne. Donc, de temps en temps, faire retourner ces traces dans les bases peuvent permettre peut-être de découvrir d'autres choses. Voilà. Et c'est donc ce qui s'est passé, puisque il y avait dans la comparaison entre les éléments donc génétiques recueillis sur la scène de crime et un profil ADN qui était contenu dans ce fichier qu'on appelle le FNAEG, ça a matché avec un monsieur qui avait eu donc en 1994 des problèmes avec la justice, qui explique donc que son ADN se trouvait, son profil en tout cas se trouvait dans ce fichier. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que ça avait matché, comme on dit ? Je crois que pour les enquêteurs, pour la justice, c'est une satisfaction de voir qu'effectivement cette reprise de dossier porte ses fruits. Après, on verra ce que, au final, le dossier et l'instruction permettra d'établir. Oui, parce que justement, ce que je voulais vous demander, c'est à la fois comment vous avez réagi quand vous avez appris que ça a matché, et comment vous avez réagi quand vous avez appris que le suspect numéro 1 était remis en liberté. Ça, moi, je commenterai pas une décision de la Cour d'appel. C'est la Cour d'appel qui a décidé de cette remise en liberté. Donc avec une motivation. Le suspect et la personne mise en examen restent mises en examen. Voilà, et présumée innocente jusqu'au procès de toute façon. Et reste mise en examen, donc avec un contrôle judiciaire particulièrement strict à son encontre pour garantir sa représentation en justice. On verra ensuite, à l'issue de l'information, quelles seront les décisions qui seront prises par le juge d'instruction et si effectivement cette affaire va aller jusqu'à la cour d'assises. En tout cas, on reste bien sûr en attente de cette fin de l'instruction qui ne devrait pas tarder maintenant. Mais autre question, Éric Corbeau, est-ce qu'il y a eu d'autres affaires qui sont sorties, comme on dit, depuis justement 2017, date de cette opération Cold Case au tribunal de Pontoise ? Alors oui, on a une autre affaire qui est passée effectivement aux assises, une affaire de viol multiple, et puis on a d'autres affaires qui sont en cours d'enquête, de reprise d'enquête par les gendarmes ou par les policiers. Donc on continue effectivement ce travail-là pour essayer de ne pas laisser ces dossiers mourir définitivement et les relancer et reprendre ces investigations. D'accord. Donc, moralité, la réflexion que vous aviez engagée à l'époque demeure valable. Encore faut-il trouver, évidemment, des traces bien prélevées, bien conservées. C'est pour ça qu'il est nécessaire il est indispensable que les services de police, de gendarmerie, les enquêteurs, les techniciens d'enquête criminelle qui vont recueillir les traces sur les scènes de crime travaillent avec une extrême rigueur et une extrême précision, qu'on adopte des modes de conservation adaptés des traces, pour pas qu'il y ait de perdition de ces traces, et puis qu'on soit en capacité. C'est des choses peut-être qui peuvent paraître très basiques, mais qui sont pas si simples quand on gère des grandes masses de dossiers, qu'il y a beaucoup d'affaires, capable de les retrouver, tout simplement physiquement, ou si on peut, peut-être que la numérisation, les progrès d'informatisation permettront bien sûr peut-être d'avancer, de garder des choses de manière plus stable. On espère qu'on soit moins peut-être dans l'artisanat, et je sais qu'il y a une réflexion nationale d'ailleurs pour avancer sur des cold cases maintenant au niveau national, pour essayer de générer une politique active en la matière. Et tout le monde aura évidemment compris que cela peut relancer un véritable espoir pour un certain nombre de proches de familles qui sont un peu doublement victimes de ce qui s'est passé. D'un côté, ils ont perdu quelqu'un de proche, d'un autre côté, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, mais là, on aura peut-être des éléments qui permettront d'avancer vers la vérité. Souvent, la recherche des familles, c'est pas tant la sanction, la peine à la fin, c'est de savoir ce qui s'est passé, savoir pourquoi, savoir comment. On peut bien imaginer comment cela doit les tarauder et les faire souffrir pendant des années. Donc, il faut que nous travaillions dans ce sens.
Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné votre éclairage sur ce projet qui a donné lieu aux réflexions, et c'est le moins qu'on puisse dire, qui maintenant se développe autour de l'affaire particulière dont on va reparler dans un petit instant avec Maître Cormier, l'affaire du meurtre et peut-être du viol de Catel Béréouk. C'était le 11 mai 1995, cette jeune fille de 19 ans, brillante étudiante, dit-on, en Hippocagne, à l'époque, a été retrouvée sur le lit de ses parents, dans la chambre parentale, à demi nue, étranglée par un caleçon long, et avec une autopsie qui ne parle pas de viol, qui suppose qu'il y a peut-être eu des rapports sexuels au moment des faits, mais rien ne le prouve vraiment. On pense, on a cette hypothèse à cause de traces qu'on a retrouvées d'huile ou de lubrifiant. Voilà. Alors, qui a tué Catel Béréouk? Maître Sylvain Cormier, qui est l'avocat donc de Cyril, le principal suspect, va dire tout de suite non, c'est pas mon client en tout cas. Ah ben oui, je suis bien persuadé que ce n'est pas lui. Alors, on va revenir ensemble sur le jour des faits, puisque vous connaissez bien évidemment ce dossier. Je dois dire tout de suite que ni Alain Béréouk ni d'autres proches de la famille, à l'exception de celui qui était maire à l'époque, Jean-Pierre Becquet, qui était le maire d'Auvers-sur-Oise, interviendra tout à l'heure. Alain Béréouk, lui, est très très affecté par la décision qui a été prise de remise en liberté de votre client, parce qu'il pensait que voilà, on tenait le coupable, et donc pour l'instant il ne veut pas s'exprimer. C'est pour ça qu'on va pas l'entendre aujourd'hui. Alors ce jour-là, le 11 mai, c'est un jeune homme, le frère cadet de Catel, qui va découvrir sa sœur en rentrant de classe du collège en fin d'après-midi, je crois. C'est ça, c'est exactement ça. C'est lui qui prévient les secours et la police. Voilà, et on va l'autopsie va faire remonter le décès dans la matinée, quoi. Dans la matinée, avec un créneau qui est privilégié, c'est plutôt entre midi et 2, pour une raison simple, il y avait du monde dans la maison le matin. D'accord. À partir de 11h30, il y avait un créneau 11h30, 13h30, voilà, où elle aurait pu être seule. Je suppose que ça s'est passé à ce moment-là. Voilà, ouais. Il n'y a pas de traces d'effraction dans la maison, donc on peut supposer que Catel a ouvert à celui ou celle ou ceux qui l'ont tué. Oui, et d'ailleurs c'est d'ailleurs un étonnement des parents à l'époque au tout début de cette enquête, parce que ils la décrivent comme une jeune femme très prudente, presque pas paranoïaque, le mot est fort, mais voilà, elle n'ouvre pas ouvert comme ça. Elle n'ouvre pas aux inconnus, elle parle pas aux inconnus, et elle fait très attention. Voilà. Alors il y a cet élément-là d'étrangeté. Il y a une enquête qui va s'intéresser, évidemment, comme toutes les enquêtes, on cherche un peu à faire feu de tout bois. Donc les enquêteurs, on va leur parler d'un ancien camarade de primaire de la jeune femme qui l'aurait importuné. Il va être mis hors de cause. Il y a un habitant d'Auvers-sur-Oise qui déménage juste après les faits, qui intéresse les enquêteurs. On s'intéresse aussi au postier qui est... Oui, dont vous parliez tout à l'heure. Parce que c'est assez étonnant, le créneau et puis le témoignage de la voisine laisse penser que ça peut être le facteur, mais lui dit, je n'avais aucun recommandé ou colis à délivrer ce jour-là. Arrêté donc à cette adresse. Et j'ai vu en lisant la presse de l'époque que même la piste du tueur en série Michel Fourniret avait été explorée. Je pense qu'ils ils ont vraiment, non, je ne sais pas pourquoi, peut-être plus comme une hypothèse d'école, en essayant de faire le plus possible. Alors, il y a eu des recherches ADN aussi, des prélèvements ADN sur vraiment de très nombreuses personnes dans la région. Ça n'a rien donné, quoi. C'était une des affaires, où on commençait à utiliser l'ADN en 1995. C'est vraiment les débuts de l'ADN. Bon, alors maintenant vous êtes intéressé au prélèvement, évidemment. Bien sûr. Alors, où est-ce qu'on a trouvé de l'ADN sur la dépouille de cette malheureuse? Alors, il y a beaucoup d'ADN. Il y a des ADN qui n'ont pas pu être identifiés. C'est des ADN souvent en mélange. Et là, les experts sont pas forcément très clairs. Il faudra que l'instruction détermine un peu le nombre de profils qu'on pourrait retrouver dans ce mélange, parce que ça change la donne. On a parlé d'éventuelles relations sexuelles. Il n'y a pas de sperme.
Pas de sperme. Bon, Un lubrifiant de préservatif qu'on trouve. Voilà. Bon, d'accord. On a parlé d'empreintes à la tête du lit, d'empreintes de palmaires. Des empreintes palmaires qui ne correspondent qui ne correspondent encore aujourd'hui à aucun des suspects. Dans tout le dossier, on a fait des comparaisons. Il n'y a personne de la famille, des habitants de la maison. Non, c'est ça, y compris avec et d'ailleurs, ils ont aussi fait. Ils se sont intéressés. Est-ce que ça aurait pu être des pompiers qui faisaient des secours qui auraient volontairement laissé leurs empreintes. Ça ne colle pas non plus. Ouais. Et alors donc ces traces biologiques, donc je sais pas comment il faut les appeler, parce que c'est de l'ADN quand même. Il y a de l'ADN. Ce que je dis juste, c'est que sur le legging, c'est pas l'ADN de mon client, c'est des calculs. On fait des calculs et je dis qu'en plus, je peux le démontrer, qu'ils ont été mal posés et qu'ils étaient faussés. Et Les calculs, ça veut dire qu'on n'avait pas suffisamment de matière pour sortir ce qu'on appelle un profil génétique. Voilà. Et on a fait des hypothèses. Hypothèse 1, on va imaginer qu'il y aurait tel et tel ADN, y compris celui du suspect. Et puis une hypothèse 2, il y aurait l'ADN de la victime et puis deux ADN inconnus. Et on compare. Et on nous dit, l'hypothèse numéro 1, où il y a l'ADN du suspect, elle a gagné. Elle est meilleure d'un point de vue statistique. Et donc, vous, en tant qu'avocat, vous dites, attendez, vous ne m'apportez pas une preuve confondante pour mon client, quoi. Alors je dis exactement ça, d'autant plus que là où cette comparaison est très mal faite, c'est que dans l'hypothèse numéro 1, on sait qu'il y a de l'ADN de la victime sur le legging, ça c'est sûr. On sait qu'il y a de l'ADN de membres de la famille, ça c'est sûr aussi, ils sont identifiés. Oui. Et on recherche à savoir s'il y aurait l'ADN du suspect que je défends. Et dans l'hypothèse numéro 2, on envisage que l'hypothèse de la victime avec 2 inconnus. Et comme il y a de l'ADN de membres de la famille, forcément, l'hypothèse 1 gagne. Que je place n'importe quel autre ADN en dernière hypothèse, si vous voulez. Oui. La balance, elle va pencher forcément sur l'hypothèse numéro 1. Et donc, ce sont ces arguments que vous avez défendus pour demander, dans un premier temps, déjà, la remise en liberté de votre client qui était en prison provisoire depuis 18 mois. Oui. Quand je découvre ça, à l'aide d'un expert d'ailleurs, je n'ai pas fait ce travail tout seul, je suis à 2 doigts, j'avais presque l'impression qu'on avait une fraude, si vous voulez, c'est tellement mal posé, et l'hypothèse, elle était tellement truquée, si vous voulez, dès le départ, que j'envisageais quasiment une action une plainte pénale. Vraiment, j'ai été très choqué de découvrir qu'on pouvait procéder de la sorte. Bon, il se trouve qu'il semblerait que ce soit une habitude de certains praticiens, peut-être de l'inattention en tout cas sur ce coup-là, et nous avons donc en tout cas demandé au juge de recadrer les choses et de reformuler ces calculs de manière correcte. Quand le frère cadet de Catel Béréouk trouve la dépouille de sa sœur dans la maison familiale, dans la chambre des parents, elle a été assassinée, incontestablement, elle a été étranglée avec un caleçon long. C'est vraiment un coup de tonnerre terrible dans cette région d'Auvers-sur-Oise où beaucoup de gens se connaissent. Et Jean-Pierre Becquet, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez le maire d'Auvers-sur-Oise à l'époque et en plus de cela, proche d'Alain Béréouk, qui était dans votre conseil municipal, si j'ai bien compris. Qui rentrait dans mon équipe municipale, oui, exactement. Oui, tout à fait. Ouais, ça a été donc un coup de tonnerre terrible pour la région et pour le village en fait. Pour la petite ville, oui. Auvers-sur-Oise, c'est 7000 habitants, c'est une petite ville, mais on se connaît tous. Et la famille Béréouk était bien connue. Les parents travaillaient dans les agences bancaires. Alain Béréouk était responsable d'une agence bancaire et surtout président du club de gym de la commune. Donc bien connu de beaucoup de parents et beaucoup de voisins, d'amis, très très honorablement connus dans la ville. Bien sûr. Et Catel avait des frères et pas de sœurs, mais des frères, je crois. C'est ça, un seul frère, oui. Un seul frère, c'est celui qui a découvert. C'est ça, en rentrant du collège. Le drame en rentrant du collège, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Et donc, évidemment, vous avez pu voir comment, ça on l'imagine, on n'a pas besoin de dessin pour comprendre que toute la famille est effondrée, évidemment. Mais là, vous êtes toujours là-bas, Bien sûr, j'habite toujours à Auvers-sur-Oise. Ouais, oui. Et vous rencontrez toujours Alain, parce que il n'a pas voulu s'exprimer dans l'émission ce soir, mais apparemment, depuis 2018, depuis la mise en examen du client de mon invité, Maître Cormier, donc ce Cyril, mis en examen pour meurtre et viol, il pensait que, enfin, le mystère était percé, quoi, qu'on allait vers la vérité. Et la remise en liberté de cet homme lui est pratiquement insupportable, hein, d'après ce que j'ai compris. Complètement. Alors, les parents, Alain et Odette, son épouse, n'habitent plus Auvers depuis quelque temps. Ils ont déménagé dans le sud,
En fait, ils se sont rapprochés de leur fils, qui maintenant est marié, a des enfants, et donc la famille s'est un peu reconstituée dans le sud de la France. Mais ce sont des amis, bien sûr, très proches, et je les ai souvent au téléphone. Parfois, ils viennent encore à Auvers, pas très souvent, mais ils viennent quelques fois à Auvers, et donc j'ai des contacts toujours assez réguliers, oui, bien sûr. Et donc là, ils sont effondrés là par cette nouvelle. Ils sont complètement effondrés et très en colère, naturellement. Oui, bien sûr. Il faut comprendre, ça ravive beaucoup de douleur pour eux. Ils espéraient pouvoir arriver à faire le deuil de cette affaire, et là, ce contretemps les contrarie énormément, bien sûr, les met en colère. Beaucoup. Oui. Alors cette colère, elle va s'exprimer soit vers les services d'enquête, parce que si Maître Cormier a raison de contester les analyses scientifiques qui mettent en cause son client, ce sera une colère contre l'institution, ou alors une colère d'avoir mis par erreur, et donc de faire une erreur judiciaire à l'envers en mettant un coupable en liberté, quoi. Certainement. Moi, je ne m'exprimerai pas du tout sur la procédure, sur rien de tout cela, naturellement. Mais moi, je m'exprimerai en tant qu'ami et proche de la famille. Ils ont beaucoup souffert. Ils souffrent, de toute façon, beaucoup depuis 24 ans. Ils ont perdu leur fille, qui était une fille brillante, intelligente, qui avait des études qui avançaient très bien, enfin une scolarité formidable, sportive dans le club de gym que présidait son père, et très honorablement connue. Et donc, moi, je l'ai connue, je l'ai vue à l'école primaire, j'ai ensuite croisé au collège, et puis je l'ai vue souvent à Auvers-sur-Oise. Donc, évidemment, la famille tente de se reconstruire. L'arrestation du présumé coupable il y a maintenant plus d'un an, un an et demi, je crois. Un an et demi. Voilà, un an et demi a permis à la famille peut-être d'avoir l'élucidation de ce crime terrible. Donc maintenant, ils sont dans un doute profond et dans une colère importante. Je vous remercie beaucoup. On avait envie de vous entendre témoigner, évidemment, de ce qu'on imagine bien, quoi. C'est-à-dire la situation d'une famille qui a été bouleversée par ce meurtre et qui maintenant... Et la solidarité d'une ville vis-à-vis d'un de ses habitants très estimé, d'une famille très estimée. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, je crois, pour nous, une émotion et l'envie que les choses, qu'on sache finalement qu'est-ce qui s'est passé et comment et par qui. Et déjà à l'époque, tous les habitants avaient tenu à ce qu'on prenne leur ADN, y compris vous, parce que j'ai lu dans un article de presse que on vous avait dit, on va pas prélever votre ADN. Si, moi je tiens, puisque je crois qu'il prenait l'ADN de tous les hommes entre 18 et 50 ans, j'en fais partie, je suis un parmi eux, et donc prenez-moi mon ADN, ça me paraissait tellement normal, je l'ai fait, naturellement. Écoutez, je vous remercie encore. Il y aura donc forcément des contre-expertises. Enfin, le dossier est loin d'être terminé. L'affaire n'a peut-être pas livré tous ses secrets non plus. Nous en reparlerons. Il faut espérer qu'on puisse en reparler avec des propos peut-être plus positifs. Bien sûr. Merci infiniment, monsieur le maire. Nous retrouvons maître Sylvain Cormier, qui est l'avocat de Cyril. On ne donne que son prénom. Il est présumé évidemment innocent jusqu'à l'ouverture d'un procès. S'il est déféré par la justice, peut-être la justice décidera, après les contre-expertises que vous avez demandé, de ne pas le déférer, de le mettre hors de cause, pourquoi pas. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments. Alors, certains pourront dire, les proches, accablants, d'autres, on va dire, troublants. C'est-à-dire qu'il y a toute la contestation que vous faites sur l'ADN supposément retrouvé sur un certain nombre d'éléments sur les scènes de crime, mais il y a un ADN, en tout cas, qui s'avère être véritablement celui de votre client, de Cyril, qu'on a trouvé sous un ongle de la victime. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui, d'abord, de ce 11 mai 1995 ? Alors d'abord, il a interrogé sans ménagement et avec des certitudes, parce que humainement je le comprends. C'est-à-dire que les enquêteurs, lorsqu'on rouvre ce dossier, 23 ans qu'on cherche, on a trouvé, c'est lui, et on lui dit, c'est vous, on a votre ADN partout, sur le legging, et il tombe littéralement des nues. Sur ce prélèvement sur l'ongle, effectivement, ça paraît un élément accablant, mais quand on regarde, là encore, en détail les rapports, le diable se niche dans les détails, je m'aperçois d'une chose qui saute aux yeux, qui aurait dû sauter aux yeux en fait, c'est qu'il n'y a pas l'ADN de la victime. C'est un curetage d'un ongle, donc il doit y avoir
en mélange l'ADN de la victime avec l'ADN d'un éventuel agresseur. Et l'ADN de Cyril, c'est le seul. Ça marche pas, c'est pas possible. C'est une véritable anomalie. Et je pense... Est-ce que c'est intentionnel ou pas? Vous l'avez pensé un moment, vous l'avez dit. Alors, l'intentionnalité, c'était sur les calculs. Mais à l'époque des prélèvements, personne ne sait qu'on va trouver tel ou tel... non, là, je pense pas... logique, quand même. Non, je pense pas à quelque chose d'intentionnel sur ce point très précis. Ce serait très grave, là. Ça veut dire que postérieurement, après avoir pris l'ADN, retrouvé l'ADN, bon, là, on est dans un roman feuilleton, là. Et puis, comment séparer les affaires. Là, je vois pas comment c'était possible. Mais en revanche, c'est une véritable anomalie et qui me fait penser encore, je voudrais en avoir le cœur net. Ça fera partie de mes interrogations sur ce dossier. Et j'espère que la justice pourra y répondre. C'est qu'on nous explique cette anomalie. Comment se fait-il que sur un prélèvement qui est effectué par curetage sous un ongle d'une victime, comment ça se fait qu'on ne retrouve pas l'ADN de cette victime? Ça me paraît, c'est impossible. Oui. Quant à l'ADN de votre client, si on ne le retrouve pas, puisque vous dites ça n'est pas l'ADN de mon client sur les autres éléments pris sur la scène de crime, mais nulle part dans la maison il n'y a l'ADN de votre client en dehors de l'ongle donc de la victime. C'est ça. Et je pense, là où je pense à une erreur, c'est que l'ADN doit pouvoir être contextualisé. On doit pouvoir le rattacher à des éléments un petit peu concrets. Et on ne retrouve rien de Cyril. D'ailleurs, cette affaire est très énigmatique parce qu'on ne retrouve, vous l'avez dit au début, mais c'est très important, on ne retrouve aucune trace de lutte ni de violence. Ça interroge fortement, c'est un vrai mystère. Lui, il vendait des lithographies au porte-à-porte à l'époque. C'est ça. On vient le chercher 25 ans plus tard et on lui dit voilà, il y a votre ADN dans la maison, cher ami, il va falloir trouver une explication très forte. Là, le 11 mai 1995. Exactement. Et je pense que moi, je suis persuadé que Cyril n'a jamais mis les pieds dans ce pavillon et lui a essayé de trouver des explications. Pressé par les enquêteurs. Et encore une fois, humainement, je comprends tout à fait les enquêteurs. On a un ADN, on somme le suspect de s'expliquer, et on lui dit, il faut trouver une explication. Alors il dit, peut-être que j'ai vendu une lithographie, mais on a absolument rien pu objectiver de... 25 ans après, c'est difficile à évidemment savoir, ou 23 ans après. Mais en même temps, il y a toujours l'ADN sous l'ongle quand même. Enfin, il vient bien de quelque part, cet ADN. J'aimerais savoir d'où il vient. C'est vraiment la question que je me pose dans cette affaire. Parce que s'il venait, encore une fois, d'un prélèvement qui aurait été obtenu par curetage sous un ongle, il serait en compagnie de l'ADN de la victime. Et c'est pas le cas. Et c'est une véritable anomalie. Et pour l'instant, vous n'avez aucune explication. Vous avez déjà commencé, puisque vous avez demandé un certain nombre d'actes. Vos actes, c'est quoi? Si vous pouvez en parler, bien sûr. C'est très difficile d'en parler, mais en tout cas, j'ai fait d'ores et déjà une demande de contre-expertise. J'ai des demandes d'actes qui sont en cours de préparation. Et vous allez faire expertiser le travail qui a été fait déjà, j'imagine. C'est ça, évidemment. Sur papier, sur dossier. Là. Absolument. Et puis surtout cette interrogation, comment on peut arriver à une telle anomalie sur un prélèvement tel qu'il nous est présenté. Il y a quelque chose qui n'est pas possible et qu'on doit nous expliquer. Et vous excluez totalement qu'on retrouve de l'ADN de votre client, par exemple sur le legging, sur l'objet qui a permis d'étrangler cette jeune femme. On l'a pas trouvé. Et encore une fois, on l'a pas trouvé, mais le rapport dit qu'on l'a trouvé alors. Le rapport dit qu'on fait des hypothèses et que l'hypothèse où il serait présent serait plus forte que l'hypothèse où il serait absent. Mais dans l'hypothèse où il serait présent, on a vraiment posé les choses vraiment d'une manière tout à fait tronquée. C'est un peu compliqué à expliquer, mais si je sais pas si on a le temps pour rentrer dans le détail là-dessus, mais non, mais de toute façon, on serait largué si vous me passez l'expression parce qu'on n'est pas des scientifiques, mais je pense que évidemment vos demandes vont s'adresser à des hommes ou des femmes de l'art. Oui, un collège d'experts qui devrait faire la lumière sur cette erreur. Dommage qu'on sache pas encore faire un portrait robot génétique. Alors moi, je n'y crois pas. Ça a été vendu par certains laboratoires d'une manière assez spectaculaire en France et aux États-Unis. Il y a des parties d'ADN qui donnent des indications sur la couleur des yeux, sur l'écartement entre les yeux, c'est vrai, sur la longueur des oreilles, sur la grosseur du nez, sur la forme d'un visage, dit-on.
forme d'un visage. La science est toute neuve. Couleur de cheveux, des choses comme ça. Mais ça ne pourra jamais prendre en compte le mode de vie d'une personne sur 15-20 ans. Et notre physique résulte, oui, d'un héritage génétique, mais aussi d'un mode de vie. La manière dont on s'alimente, les émotions qu'on a rencontrées, les drames qu'on a connus, enfin, tout ça bouleverse votre physique, le façonne. Et ça, il y a portrait robot génétique, ça pourra jamais le. On parle de portrait robot, on ne parle pas encore de photo génétique. Bon. Je vous remercie beaucoup, maître. En tout cas, merci à vous. Évidemment, tout le monde souhaite, et on a une pensée également. En tout cas, c'est naturel, bien sûr, pour Alain Béréouk et les proches de cette jeune femme qui est morte, parce qu'il y a une victime. Elle a été assassiné le 11 mai 1995. Effectivement, tout le monde s'associe à l'espoir de trouver un jour qui a tué Kethel Béréouk. Merci infiniment. Merci à vous. L'émission est maintenant terminée.